Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Inside the Chins, votre nouveau podcast From the Back to the Top qui accueille les voix qui font avancer le football américain en France et en Europe. Et pour ce nouvel épisode, nous avons la chance d'accueillir notre premier Musketeers de la saison en espérant qu'il y en ait d'autres. Ilan Barbaras, linebacker des Paris Musketeers. Comment ça va? Ça va super bien, merci pour l'invitation. Je suis très content de te recevoir. En plus, tu es le premier linebacker que je reçois. C'est un poste aussi qui m'intéresse grandement, que je voulais recevoir depuis longtemps. Donc, ça fait double bénéf. En plus, vous avez gagné la semaine passée. Au moment où on enregistre, vous allez jouer le lendemain. Bon, comment ça se passe pour l'instant, ton arrivée à Paris? Ça se passe super bien, les gars sont vraiment cool, les coachs m'ont bien aidé, moi je suis arrivé, assez rapidement, 1 semaine avant le premier match. Donc c'était un peu le rush au début, mais les coachs et les joueurs m'ont vraiment bien aidé et ça m'a aidé à m'intégrer quand même, assez rapidement et puis je prends du plaisir. Pour l'instant, ça se passe bien, 2 victoires, on profite, là je suis en bye week et c'est ça. Très bien. Bon, alors, on va évoquer ton parcours. Tu as notamment commencé à Nice, puis tu es passé par le Canada avant de maintenant être aux Musketeers. Mais avant de parler de ton début de carrière, je vais te laisser te présenter, nous dire ton âge, où est-ce que tu as grandi, dans quel schéma familial, si tu avais des frères et sœurs, ton parcours scolaire, le travail que tu occupes, enfin, toutes les informations qui peuvent permettre de te connaître davantage, mais qui ne sont pas liées au football américain. OK, bah, donc moi, c'est Ilan Barbara, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Nice jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis parti, au Canada. Niveau familial, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont encore ensemble. J'ai un petit frère et une petite sœur. On est quand même une famille très soudée, j'ai une grande famille. J'ai fait des études, plus scientifiques, donc en kinésiologie, au Canada. C'est pas du tout pareil avec la kinésiologie en France, c'est plus comme l'étude du mouvement. Je dirais que ça ressemble un peu à STAPS ici en France. En ce moment, je suis préparateur, physique, pour des athlètes et des personnes, aussi qui veulent juste s'entraîner. Au Canada, j'ai travaillé dans une entreprise là-bas, j'ai vraiment aimé ça et je pense que c'est ce que je vais faire aussi sur le côté, pendant le off season après la saison. Puis, puis c'est ça, c'est pas mal, ma petite présentation. Ça prend déjà du temps, effectivement, d'accompagner les autres. Tu as commencé le football américain en 2015. Tu l'as dit, tu as grandi à Nice, donc tu as logiquement commencé au Dauphin. Tu étais, tight end et linebacker. Comment est-ce que tu as découvert ce sport? Et est-ce que tu gardes des contacts toujours avec, les Dauphins d'ailleurs? Ouais, beh, j'ai découvert ce sport, d'abord avec, des amis. J'avais 2 amis à moi qui avaient commencé en minime, donc même avant cadet, ils avaient commencé à jouer. On faisait des passes avec la balle, pour remonter, mon quartier qui s'appelle la Madeleine. C'est un long boulevard. On remontait le quartier après l'école en se faisant des passes. Puis j'aimais bien ça et là, un jour, moi, je faisais du judo à l'époque. Ils m'ont demandé si je voulais essayer. J'avais envie de changer de sport, donc j'ai commencé le football américain. Puis, ouais, je garde toujours des contacts avec les gars des Dauphins, je parle souvent à plusieurs gars, Enzo Beaulieu qui joue encore là-bas, Calvin Silverio, même, la famille Silverio qui travaille là-bas. Quand je reviens à Nice, souvent j'essaye de passer au moins une fois, pour les voir parce que c'est vraiment un petit club, très familial, tout le monde s'entend bien, ils suivent mon parcours, donc j'essaie de passer les voir quand je peux. Tu vas descendre pour les voir en finale de D2 ou ça sera pas possible? Malheureusement, je retourne sur Paris parce que là, je suis en bye week, je suis à Nice, mais je repars le 30, donc la veille de la finale parce que, je voulais prendre le temps de me resetter un petit peu, quand j'arrive à Paris avant notre semaine d'entraînement. On a une grosse semaine pour préparer Munich, donc ouais, non, je vais pas avoir la chance de les voir en finale, mais je vais suivre ça de loin. Du coup, tu l'as dit, tu es en bye week à Nice. Comment ça se passe du point de vue des entraînements avant votre prochaine rencontre? Bah, donc on n'a pas vraiment proprement parlé, tu sais, d'entraînement, organisé par les coachs en tant que tels en présence, mais on a 2 entraînements de musculation à faire de notre côté qui sont, donnés par, John Booker, donc on a sur une application, qu'on va faire à distance. Après, je sais que la plupart des gars, on va faire des entraînements sur le terrain, plus indie football ou des entraînements style sprint, track pour rester vraiment dans la même type d'intensité qu'on va avoir,
pendant une semaine d'entraînement classique pour essayer d'éviter justement les blessures quand on va revenir et cetera. Mais sinon, c'est un peu plus relax quand même. On a un peu plus de temps pour nous, pour voyager, pour voir nos familles et cetera. OK, bon. Pour en revenir à ton parcours, en 2018, tu participes au Junior Bowl et tu es sélectionné avec le grand groupe, de l'équipe de France. Je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce que le Junior Bowl et puis ensuite nous raconter les souvenirs que tu as vécu à ce moment-là. Ouais, Junior Bowl, ben, je pense que ça existe plus à l'heure actuelle, si j'ai bien compris. C'était une compétition qui avait, à mon époque, où on faisait plusieurs équipes par région. Donc, il y a l'équipe PACA, Île-de-France, équipe Nord-Pas-de-Calais, etc., etc. Et on allait s'affronter avec ces sélections-là, justement, sur un gros tournoi avec plusieurs coachs de cégep qui nous regardaient, des coachs de l'équipe de France, justement, qui nous regardaient. Et en gros, c'était un peu une présélection pour faire l'équipe de France par la suite. Et c'était comme un tournoi avec un vainqueur à la fin, etc. Et il y avait la même chose en cadet aussi. Je me souviens que j'avais fait le cadet ball. C'était exactement le même principe, mais pour les plus jeunes. Donc c'était vraiment cool. J'ai vraiment des excellents souvenirs. Je pense que c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie en tant que footballeur, honnêtement. Parce que bah, tu es juste avec tes potes, tu es logé, nourri, tu fais du football tous les jours, 2, 3 matchs par jour. Tout le monde est ultra compétitif parce qu'on veut aller en équipe de France. Donc non, c'était vraiment une super belle expérience. Je me suis fait des bons potes dans toutes les équipes, que ce soit Île-de-France ou PACA, qui était mon équipe. Ça m'a vraiment créé des belles rencontres et non, j'ai vraiment aimé ça. C'était très cool. Est-ce qu'il y avait d'autres noms derrière qui ont eu une carrière un peu comme la tienne, qui étaient présentes à ce Junior Bowl? Ouais, quand même, il y a ben, justement Hugo, notre receveur, le numéro 12. C'était le quarterback contre qui j'ai joué en finale justement de ce Junior Bowl-là. Il était en Île-de-France, lui. Après, il y a plusieurs joueurs avec qui j'ai joué avec, plus au cégep. Par exemple, je pense à Giovanni Bitodi, un joueur des Molosses, avec qui j'ai joué au Vulcain de Victoriaville, qui avait joué dans le même Junior Bowl que moi. Il y a plusieurs gars qui sont partis avec moi au Canada. Deux de mes amis des Dauphins de Nice qui sont partis avec moi au Canada après. Ils ne sont pas forcément continués à l'université, mais ça a permis d'ouvrir des portes plus vers le cégep, etc. Après, ben, il y avait aussi Redvald, un joueur qui est au Carabin actuellement. Il me semble qu'il était là aussi. Et plusieurs quand même gros joueurs qui se sont retrouvés au Canada par la suite, qui ont fait cet événement. OK, bon, mais tu l'as plus ou moins, introduit, mais l'année suivante, en 2019, tu pars, au Canada, jouer au cégep de Victoriaville en tant que linebacker. C'est quoi les coulisses de ce transfert? Comment est-ce que tu as été, repéré par, cette équipe-là? Ben, un de mes coachs, Louis-Simon Nadeau, qui était coach au Dauphin de Nice et qui jouait aussi, m'avait repéré et il y avait directement des contacts avec le cégep. Et il a parlé au head coach Stéphane Le Rivard et je pense aussi à Raffertias, qui était un des joueurs qui jouait avec moi au Dauphin, était parti un an plus tôt là-bas aussi. Donc, il avait aussi, lui, parlé de moi à Stéphane Le Rivard au Vulcain. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, le recrutement au cégep, il se fait beaucoup par les joueurs. Donc, moi, après, quand j'y étais, c'est moi qui allais dire au coach, ah, ben, tel joueur est bon dans mon club, tel joueur, etc. Donc, le recrutement se fait beaucoup par l'intermédiaire des joueurs. Donc, Rafferty, qui me connaissait, qui voyait que je faisais bien en France, a parlé de moi directement. Et la connexion, elle se fait très naturellement parce qu'on était plusieurs de mon club à partir la même année dans ce club-là, donc enfin, à ce cégep-là. J'avais d'autres propositions de cégep, mais pour partir, quitter le pays à 17 ans, je me sentais plus à l'aise de partir dans un endroit où mes meilleurs amis partent en même temps que moi. C'est, ça s'est fait comme ça. Et quel souvenir est-ce que tu gardes de cette première expérience, au Canada? C'était incroyable. Tu sais, t'as 17 ans, tu pars loin de ta famille, même si je suis très proche avec ma famille, ça, c'est comme partir en vacances, tu es seul, tu es un «libre» entre guillemets donc non, en plus, j'étais en coloc avec, 2 de mes meilleurs amis, Ryan Bennaï qui était un O-line aux Dauphins, qui a joué au Vulcain et Jean-Baptiste Garibo qui était le quarterback des Dauphins quand j'étais en junior et qui est parti, qui est devenu DB là-bas. Les 2 c'est mes meilleurs amis, on habite dans le même quartier donc on est partis ensemble, on était en coloc ensemble,
c'était quelque chose. J'ai beaucoup de bons souvenirs. Il y en a que je peux pas dire sur ce podcast-là, mais j'ai beaucoup de souvenirs là-bas que je changerais pas ça pour rien au monde, je pense. Je referais la même chose de partir au Vulcain si on me le demandait, quoi que ce soit, parce que franchement, non, même niveau football, j'ai tellement appris Stéphane Le Rivard, justement. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais Stéphane Le Rivard, c'est un très très bon coach. C'est un excellent DC. Il m'a appris énormément de choses parce que on va pas se mentir, en France, on est un peu en arrière par rapport au développement du football. C'est normal, il y a moins de temps pour travailler avec les jeunes, moins de meetings, d'analyse vidéo, etc. Mais justement, Stéphane Rivard, il a énormément pris le temps avec moi, justement, en plus des pratiques et des meetings pour m'expliquer comment le football fonctionnait, etc. Et non, c'était une super belle expérience, que ce soit au niveau football ou humaine. J'ai adoré ça, je referai la même chose, je pense. Il y a vraiment pas une anecdote que tu peux nous lâcher sur cette partie Victoriaville. Si tu peux pas, tu peux pas. Mais Non, mais habituellement, dans ce podcast, on aime bien donner des petites anecdotes, donc ça peut apporter un peu de les crispy anecdotes. à tout ça. Je me souviens, et pendant le Covid, justement, on a récupéré plein de poids, plein de choses avec tous les gars des Vulcains. On l'a mis dans un vieux garage de ma coloc, justement, qui était en pente avec des trous dedans. C'était vraiment comme un très vieux garage. On a volé des poubelles de récupération dehors qu'on a remplies de ciment. Ça nous a fait notre rack à squat. On s'entraînait tout l'hiver là-dedans. On s'entraînait 2 fois par jour. On avait que ça à faire de toute façon. Et non, ça, c'est une petite anecdote, c'est un petit souvenir. Honnêtement, j'ai bien aimé passer le Covid là-bas parce que je faisais que m'entraîner. J'étais avec les gars. Victoriaville, c'est un peu perdu, donc il n'y a pas grand monde non plus. C'est tranquille. Et non, c'est une petite anecdote que je peux raconter, ça. On s'entraînait, on trouvait des façons de rester en forme pendant le Covid. Et ça, c'était drôle. On faisait des emplois du temps avec tous les gars, etc. Pour qu'on soit pas trop dans le gym au même moment. On faisait tourner les gars un après l'autre pour venir dans le gym en groupe de deux, trois, etc. C'est totalement illégal. C'était drôle. Moi, il y a des anecdotes que j'ai eues sur le cégep. La première, c'était avant, et je l'ai oublié sur la partie Nice, mais avant que tu partes, ta première saison au Dauphin, tu joues pas. De ce que j'ai Ouais, bien compris, tu as même pensé à arrêter avant de finalement reprendre. Et il me semble d'ailleurs que c'est tes deux copains que tu mentionnais du même quartier que toi qui, grâce à eux, finalement, tu as continué et tu as pu avoir le départ au cégep. Et puis, une fois arrivé au cégep, de ce que j'ai compris, tu étais tellement intense sur toutes les reps que tu avais que ça en devenait presque dangereux des fois. ouais, ouais, pour la première anecdote, ouais. C'est vrai que justement, c'est avec Jean-Baptiste Garibaud, qui était quarterback à l'époque au Dauphin. Les deux, je me souviens très bien, on se parlait dans le bus, justement, on se disait comme, ouais, on est un peu nul, on se trouvait pas assez fort pour aller loin dans ce sport-là. Donc, moi, j'avais pas joué, c'était ma première saison cadet. Les gars qui étaient devant moi, ça faisait des années qu'ils en faisaient. Ils avaient joué en minime, etc. Ils étaient vraiment forts. Et moi, j'étais comme, bah, je vais jamais jouer à ce sport-là. Donc, j'avais envie d'arrêter. Lui aussi, il avait envie d'arrêter. Et je sais pas pourquoi on s'est dit, ah, on va essayer juste une fois de plus, juste voir. On va aller à quelques entraînements. Finalement, ça s'est super bien passé. On a joué, on a fait le cadet ball cette année-là. On a fait tous ces petits trucs qui nous ont donné envie de continuer et nous ont montré qu'on avait un potentiel, entre guillemets, dans ce sport. Donc, non, ça, c'est quand même drôle. J'ai failli arrêter ce sport très rapidement. Puis, ouais, au Canada, ouais. Il y a certains de mes amis, Giovanni Bitodi, justement, un des DB, je rentrais tout le temps dedans quand on faisait des plaqués, des choses du genre, parce que même si ma première année, par exemple, je comprenais pas tout au football, au moins j'étais intense, j'allais à la balle. Et si un gars était déjà en train de faire le plaqué, je réfléchissais pas assez pour me dire qu'il fallait pas que je lui rentre dedans aussi, quoi. J'ai fait mal à certains gars comme ça. Bon, en tout cas, tu as eu raison de continuer puisqu'en 2022, tu es sélectionné avec l'équipe étoile de la RSEQ Division 3. Tu reçois plusieurs offres universitaires. Avant de dire où est-ce que tu es parti, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la RSEQ Div 3 et puis surtout les impressions sur la saison que tu as vécue puisque ça t'a emmené à l'équipe étoile? Ouais, ben, la RSEQ, en gros, c'est la Ligue québécoise
Donc, c'est ça, c'est la Ligue québécoise de football et il y a plusieurs divisions. Donc, division 1, 2, 3. Moi, j'étais dans la division 3 avec les Vulcains. Ça reste un très bon niveau. Honnêtement, la division 3, c'est juste que, mettons par rapport à de la division 1, parce que j'ai joué avec des gars de division 1 plus tard, je dirais que c'est juste moins équilibré. Il va y avoir des très bons joueurs en division 3 comme des joueurs un peu moins bons. C'est pas très homogène. Mais sinon, j'ai pris énormément de plaisir à jouer là-bas. Cette saison-là, c'était à titre individuel une très bonne saison. Je me suis blessé quand même assez vite, mais j'ai joué toute la saison. Je m'étais cassé le poignet, j'avais joué avec le poignet blessé. Donc je pense que j'ai vraiment eu une bonne saison à titre personnel, même si je pense que j'aurais pu faire un peu mieux à cause de certaines blessures. Mais j'étais sur beaucoup de plaqués, je faisais mes choses, j'avais l'idée, j'étais capitaine cette année-là avec les Vulcains justement. Et en plus, c'est un vote des joueurs, donc c'est quand tu es capitaine parce que les joueurs t'ont choisi, ça te montre vraiment que tu as un bon impact sur eux. Donc, j'étais très content avec cette saison. Les gars m'appréciaient. Moi, je faisais mon job. On a eu une quand même bonne saison. On est allé en playoff. On a perdu au premier tour de playoff, malheureusement, mais on a eu des très beaux matchs. Juste qu'on avait une équipe très jeune. L'année d'après, justement, ou 2 ans après, mon équipe au Vulcain, ils ont fait, quand j'étais pas là, le Bol d'Or, qui est la finale de cette ligue-là, justement. Donc, on était dans une équipe qui était en voie de progression, mais à ce moment-là, elle n'était pas encore au sommet, entre guillemets. Mais j'ai adoré cette année-là, puis ça m'a ouvert justement plusieurs portes par la suite. Ça t'a notamment ouvert, la porte de McGill. En 2023, tu rejoins, l'une des meilleures facs canadiennes. Tu y restes 4 ans. Tu as été, capitaine durant tes 2 dernières années. Tu as été le leader de l'équipe en plaqué sur ta deuxième saison. Qu'est-ce que ça fait de rejoindre McGill et puis surtout, qu'est-ce que tu as appris durant ces 4 saisons? Bah, j'ai appris beaucoup de choses parce que je passais par 2 coaching staff. Ça m'a appris la résilience et tout simplement, on n'a pas été une équipe énormément gagnante pendant que j'étais là, surtout mes 2 premières années. Après ça s'est, amélioré. On est allé en playoff mes 2 dernières années, mais au début, on n'est pas allé en playoff les 2 premières années. C'était un peu compliqué parce que j'avais jamais manqué des playoffs de ma vie et là, c'est la première fois où j'ai eu un gros obstacle comme ça, donc essayer de trouver, des «solutions» entre guillemets, essayer de comprendre avec les gars, qu'est-ce qui allait pas et cetera. Puis, j'ai appris aussi des choses humainement avec les 2 coaching staff, qui avaient des approches totalement différentes, mais les 2 m'ont apporté beaucoup de choses, je pense en tant que joueur et en tant que personne. Donc, non, c'était une super belle expérience. Après, j'ai eu la chance de jouer rapidement dès ma première année. J'ai été sur les special teams, et ma deuxième année, j'étais titulaire en défense. Donc, ça aussi, ça m'a permis d'avoir une bonne expérience de terrain. Je sais qu'il y a des gars super bons qui vont aller dans des universités, entre guillemets, plus fortes sur le papier au début, même si McGill, en ce moment, est en train de devenir meilleur. Il y a des universités qui, historiquement, sont vraiment plus fortes, comme Laval-Carabin, par exemple. Il y a des gars qui sont très forts, qui vont là-bas, qui jouent pas avant leur quatrième ou cinquième saison. Et ça, le problème, c'est que tu n'as pas d'expérience de jeu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'expérience de jeu assez rapidement. Donc, honnêtement, même si on n'a pas gagné, j'étais content parce que ça m'a vraiment permis de me développer en tant que joueur et en tant que leader. Tu as dit, j'ai été capitaine mes 2 dernières années. Ça, c'est un privilège. Encore une fois, c'était un vote des joueurs. Donc, ça montre que, ben, encore une fois, les joueurs m'appréciaient. Et ça m'a appris aussi à être un leader parce que même si on te choisit en tant que capitaine, ma première et ma deuxième année, j'étais pas du tout pareil en tant que capitaine. J'ai appris beaucoup de choses. Les joueurs, j'écoutais les feedbacks des joueurs. Les joueurs pouvaient me dire comment je pouvais m'améliorer en tant que capitaine ou quoi que ce soit parce que c'est une grosse position, surtout à l'université. Puis on avait même des cours de leadership avec le coach, etc., pour nous expliquer comment essayer d'avoir un impact positif et essayer de faire en sorte que l'équipe gagne plus grâce à notre leadership. Donc, non, à McGill, j'ai eu la chance d'être très impliqué et ça m'a beaucoup appris de choses. Ça m'a vraiment fait évoluer. Donc, je suis quand même très content, encore une fois, de cette décision d'être allé là-bas. Même si certains peuvent dire que sur le papier, j'ai pas gagné énormément de games, j'ai pas gagné de championnat, mais en tant que joueur et qu'humain, humain et joueur, j'ai énormément progressé. Donc, je referais le même choix si j'avais à le faire.
Et le déménagement entre McGill et Victoriaville, c'est pas pareil. McGill, c'est beaucoup plus proche de Montréal. Est-ce que tu as senti vraiment un Canada différent entre ces 2 étapes? Ouais, 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 non, c'est très, très différent. C'est Montréal, déjà, ça bouge beaucoup plus. Les gens sont un peu plus stressés. Au début, j'ai eu un peu de mal avec Montréal, honnêtement, parce que même moi, je viens de Nice initialement. C'est une grande ville, mais c'est aéré, tu as de l'espace, etc. Là, Montréal, au début, quand j'étais au centre-ville de Montréal, je trouvais ça un peu étouffant. Les gens sont, c'est ça, sont plus stressés, comme une grande ville, un peu comme Paris ou quoi que ce soit. Mais après, quand je m'y suis fait et que les gars justement de l'équipe qui connaissaient déjà Montréal, parce que plusieurs viennent de Montréal, m'ont intégré, m'ont montré un petit peu la ville, m'ont montré les bons côtés de la ville, j'ai réussi à avoir du plaisir et à apprendre à aimer cette ville. Mais au début, c'était un petit peu compliqué, surtout ma première, deuxième année, de m'adapter dans cette ville-là, parce que c'était un gros choc culturel, entre guillemets. Mais ouais, j'ai vécu les 2 Québec, c'est 2 Québec totalement différents. Victoriaville, là, c'est les gens sont super accueillants, en équipe, on est tout le temps ensemble parce qu'il y a que ça à faire à Victoriaville. Alors qu'à Montréal, chacun a sa vie, il y en a qui sont de l'autre côté de Montréal. C'est comme un peu Paris, c'est très grand, donc tu pas forcément le temps de tout le temps venir dans le centre de Montréal pour voir toute ton équipe, donc c'est un peu différent, aussi sur la dynamique d'équipe, mais quand tu t'y fais, c'est très cool Montréal, il y a beaucoup de choses à faire, c'est ça. Tu as évoqué Laval et les Carabins. Est-ce que tu as pu jouer contre ces 2 équipes? Ouais, 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 c'est des équipes, ça qui est cool aussi dans notre ligue, c'est qu'on joue tout le temps contre les meilleures équipes du pays. Ça fait 4 ans que c'est Laval ou Carabin qui gagnent le championnat canadien. U-Sport justement, qui gagne la Coupe Vanier, 4 ans d'affilée. Et nous, on joue 2 fois Carabin, 2 fois Laval chaque année. Là, ça va changer un petit peu parce qu'il y a une nouvelle équipe qui s'ajoute. Il y a Bishop qui rejoint la RSEQ justement à partir de cette année-là. Donc, il va avoir un peu moins de matchs contre Laval ou contre Carabin. Il va avoir des matchs contre Bishop. Mais sur 8 matchs par an, moi, mes 4 années, je jouais 4 matchs en tout, 2 contre Laval, 2 contre Carabin. Donc, c'était des gros challenges chaque fois. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes games contre eux. À la fin de la journée, ça reste des humains. Il y avait pas c'était pas forcément tous des meilleurs joueurs de foot que nous. C'est juste qu'ensemble, c'était mieux exécuté historiquement. Ils ont un gros programme, ils ont un gros truc. Donc, c'est plus dur d'aller les battre, mais on a battu Carabin cette année avec McGill une fois. C'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que dans les années futures, ça va arriver un peu plus souvent. En tout cas, j'espère. Je vais suivre ça, euh, mais c'était des gros challenges et ça nous apprend aussi à bien jouer parce que, et honnêtement, les autres équipes de la RSEQ, Concordia, Sherbrooke aussi, sont des très bonnes équipes. C'est une ligue où tout le monde est fort et si tu fais une erreur, si tu fais quelque chose de pas bon, tu vas le payer assez vite. Si je manque mon gap une fois, peut-être qu'ils vont pas le voir la deuxième fois sur le sideline, ils ont des iPads, ils ont des télés, ils revoient le jeu, le jeu d'après, et ils vont courir dans mon gap et si je refais la même erreur, je vais le payer. Donc, mais c'est cool, ça t'apprend à jouer, ça m'a beaucoup fait progresser de jouer contre des grosses équipes comme ça. Et est-ce que au delà du fait que ce soit des grosses équipes, des gros programmes, la proximité géographique fait que c'est un peu comme des derbies et que du coup ça a une, comment dire? Il y a un petit peu une suprématie territoriale qui s'ajoute à la suprématie de niveau, on va dire? Ouais, Ou ben tu l'as pas ressenti comme ça? euh, il y a un peu de ça. Ben, cette année, vu qu'on avait battu Carabin la première fois, la première game contre eux, on a eu, à la deuxième game, il y avait vraiment, on l'a senti, cette tension. Les deux équipes de Montréal, chacun d'un côté de la montagne, c'était un peu la rivalité cette année entre nous. Initialement, de base, la rivalité, elle est plus entre Laval et Carabin, justement. Mais nous, de notre côté, on a une grosse rivalité avec Concordia, par exemple, qui est l'autre école anglophone de Montréal. Donc, il y a vraiment cette rivalité de savoir qui est l'équipe anglophone la plus forte. D'ailleurs, il y a la Shaughnessy Cup, c'est à chaque fois la game contre Concordia qui est à McGill. Euh, à chaque fois, il y a plein de gens, il y a des cheerleaders, tu sais, il y a toute la vibe américaine qui est là. Puis, c'est une grosse rivalité de savoir ça, qui est la meilleure équipe, qui est la meilleure université anglophone. Il y a beaucoup de trash talk.
à la fin, l'équipe soulève la cup devant l'autre équipe et puis ça s'insulte un petit peu. Enfin, il y a une rivalité à ce niveau-là. Pas forcément comme on peut voir aux États-Unis encore. Ça se développe de plus en plus, cette rivalité. Mais pour McGill, Concordia, je pense dans les années futures, ça va continuer de se développer. Même, je pense, la rivalité McGill-Carabin depuis cette année. J'ai hâte de voir cette année, cette saison-là, parce que je pense que ils vont pas être, ils sont pas contents de ce qu'on a fait l'année dernière, même s'ils ont gagné la Vanier Cup au final. Ils sont pas contents des matchs qu'ils ont joués contre nous, donc ils vont arriver énervés, mais je pense que McGill va arriver énervé aussi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Bon, bah, on va suivre ça en tout cas. Après tes 4 saisons, à McGill qui, ont été pardon, très enrichissantes, arrive 2026 où, tu te prépares pour le combine, CFL, tu performes plutôt bien, mais hélas, tu as pas été, drafté. Raconte-nous comment ça se passe un petit peu la draft CFL? Ouais, en fait, pour la draft CFL, tu as soit le choix, nous on a la chance en tant que Français d'avoir le choix de soit choisir la draft globale ou la draft canadienne. Moi, je choisis la draft canadienne. Donc, si tu joues 3 ans universitaire, tu as le droit de déclarer en tant que Canadien. Il faut aussi que tu aies gradué dans ton diplôme d'études. Tu as le droit de déclarer en tant que Canadien. Ça a des avantages et des désavantages. Mais dans le fond, ce qui va se passer, c'est que au début, il faut que tu aies la chance d'être sélectionné à un combine. Il y a deux combines différents, l'invitational et le combine national. Invitation, c'est un peu comme deux étapes. Le national, c'est le plus gros, le plus médiatisé, il est sur plusieurs jours, et invitational, c'est une seule journée. Au invitational, moi, c'est celui que j'ai fait. Tu as des tests physiques principalement et des 1 contre 1. Puis en fonction de comment tu performes et des besoins qu'ils ont en tant que à ta position, ils vont t'inviter ou pas au combine national. Moi, malheureusement, il y avait énormément de linebackers cette année dans ma draft class. Donc, j'ai pas été invité au national, même si j'ai quand même bien performé au invitational. Ils ont invité aucun linebacker au national par la suite. D'ailleurs, ils ont drafté 2 gars qui étaient à mon combine qui sont pas allés au national. Donc, ça veut pas dire grand-chose que tu ailles au national ou pas. Mais cette année, ils n'ont pas eu besoin de linebacker. Donc, on n'a pas eu la chance de pouvoir y aller. Puis après, quand tu fais ton combine, la plupart des joueurs, on a des agents. Ton agent, il va parler un petit peu au scout. Il va essayer de voir où tu en es dans la draft, etc. Puis après, en avril, fin avril, tu as le jour de draft qui se passe sur 8 rounds, si je dis pas n'importe quoi. Chaque équipe, à chaque round, a un pick, des fois deux s'ils font des trades, etc. Puis quand ça c'est fini, après ils vont signer les free agents. Chaque équipe a 2 free agents qui peuvent signer après la draft. Et puis après ils peuvent t'appeler plus tard, mais ils t'appellent pas. Ils peuvent t'appeler comme jusqu'à week 5, week 6, en fonction des blessures. Mais sinon, c'est pas mal ça, la draft en tant que telle. Ça se joue jusqu'à avril-mai à peu près. Et c'est quoi la différence entre les 2 types de draft là que tu as évoqués, entre la nationale et la canadienne? Les différences Entre, concrètes? ouais, tu veux dire global et Ouais, pardon, entre ouais, global et ouais, il y a, il y a plusieurs différences, mais mettons, je dirais que le truc, c'est que global, ils prennent de plus en plus que des spécialistes, donc des punters, des kickers, des long snappers. Ils vont prendre quelques joueurs qui ont super bien performé en NCAA. Par exemple, Jeffrey Mbai s'est fait drafter là-dedans. Après, par contre, c'est plus dur de faire l'équipe parce que je pense que en fonction des équipes, tu as une ou deux places pour les global par équipe, justement. Donc, s'il n'y a qu'une place dans l'équipe et qu'ils ont besoin d'un punter, tu peux jouer aussi bien que tu veux, tu vas pas faire l'équipe. Donc, stratégiquement, en fait, c'est que tu as peut-être un peu plus de chances de te faire drafter en global parce qu'il y a un peu moins de concurrence, mais en même temps, tu as beaucoup moins de chances de faire l'équipe. Donc, c'est pour ça que moi, on m'avait conseillé d'aller dans la draft canadienne. Puis la draft canadienne, c'est avec tous les joueurs qui ont la nationalité canadienne ou ceux qui ont joué en U-Sport pendant 3 saisons et qui ont diplômé.
Le seul truc, c'est que là, du coup, il y a beaucoup plus de concurrence. Il y a énormément de joueurs canadiens qui ont joué en NCAA. Cette année, on l'a vu sur les 2 premiers tours, je pense, quasiment, c'était quasiment que des gars de la NCAA. Donc, tu as beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Après, ça apporte des avantages niveau salaire. Il me semble que c'est un peu plus élevé, etc., etc. Tu as quelques avantages aussi quand tu es rendu drafté et professionnel qui font que, au final, je pense que déclarer en tant que Canadien, c'est mieux, c'est plus avantageux de manière générale. Mais c'est vraiment 2 drafts qui sont vraiment distincts et c'est différent ou c'est plutôt deux ressources, mais tu qu'une seule draft au final? Non, c'est 2 drafts, donc c'est sur 2 journées. Je me souviens plus des dates exactement, mais la globale, elle est tout le temps un jour après la draft nationale, donc la draft canadienne. Puis la draft globale, il me semble que c'est 2 ou 3 rounds seulement. C'est beaucoup plus petit comme draft. Et c'est avec tous les joueurs qui sont ni américains ni canadiens, donc européens, etc., etc. OK. Et selon toi, c'est quoi qui t'a manqué du coup? C'est le fait qu'il y ait trop de linebackers ou tu peut-être une autre explication? Bah, je pense que c'est un mix de tout. Ma dernière saison, j'ai eu une blessure à la cheville qui m'a fait manquer 2 games. J'ai pas été productif comme j'aurais dû l'être pour avoir une chance de me faire drafter aussi. Ça, c'est la réalité des choses. Après, j'aurais pu performer un peu mieux sur certains tests physiques, même si overall, j'ai quand même bien fait. Je pense que c'est juste, il y avait des gars qui étaient meilleurs que moi à ce moment-là. Il y avait beaucoup de gars, c'était une grosse draft class pour les linebackers. Puis les gars devant moi, les 12 gars qu'ils ont draftés étaient meilleurs que moi. Puis les gars qu'ils ont signés aussi. Et ils ont eu une meilleure carrière que moi. Et c'est juste ça qui s'est passé. Je pense pas qu'il y ait d'explication. Je pense que chaque équipe avait son explication de pourquoi ils m'ont pas pris ou quoi que ce soit. Mais ça s'est joué. Je pense que j'ai plutôt bien fait, mais juste des gens qui ont mieux fait que moi. Et tu l'as vécu comment cette non-sélection? Est-ce que pour toi c'était plutôt un coup d'arrêt, c'est une épreuve à traverser, c'est une déception ou finalement tu as réussi à vite relativiser? Ben, au début, c'est sûr que c'est une déception. C'est sûr que au début, j'étais un peu, ouais, plus démoralisé un petit peu, mais ça a duré un jour. Après, je savais, j'avais déjà parlé justement que avec les Paris Mousquetaires, que s'il y avait rien qui se passe, j'allais partir avec eux. Donc, moi, j'ai vraiment cette chance-là en tant qu'Européen et surtout en tant que Français. On a vraiment la chance de pouvoir jouer dans une ligue professionnelle si on se fait pas drafter, parce que j'ai des amis, des gars avec qui j'ai fait le combine qui ont super bien performé, qui se sont pas fait drafter pour plusieurs raisons, et sauf qu'ils sont canadiens, donc eux, c'est fini, entre guillemets, le football professionnel, sauf si tu vas jouer au Mexique ou quoi que ce soit, mais dans une ligue aussi bien structurée, c'est terminé. Donc, eux, c'est vraiment un choc, c'est vraiment un deuil. Ils font le deuil du football, entre guillemets. Moi, j'ai pas eu ce deuil-là, j'ai pas eu ce deuil à faire. J'ai eu la chance de me dire, OK, bon, ben là, j'ai un plan B, je vais aller jouer en Europe, je vais faire mon maximum, je vais essayer d'aller chercher un championnat et puis on verra ce qui se passe par la suite. Mais ça m'a mis plus un coup de boost et me dire, OK, j'ai une autre chance encore, je peux essayer d'aller faire quelque chose. Puis je vais pas jouer nulle part, je vais pas jouer dans une ligue euh, civile ou une ligue entre guillemets un peu moins bonne et je vais pas aller dans un niveau moins bon que là où j'étais. Je continue de progresser avec des coachs qui ont coaché dans la NFL, etc. Donc ça m'a juste motivé à faire plus. C'est que j'ai pas fait assez encore pour mériter d'aller dans la CFL. Donc c'est c'est ça. C'est passé par plusieurs phases. Au début un peu de démotivation et après on se remotive assez vite et c'est parti. Paris. Je suis parti pas longtemps après la draft. Même pas une semaine, je pense. Il y a un sujet dont on avait parlé avant d'enregistrer, cette émission que tu voulais aborder, qui est le fait de changer de continent pour évoluer au travers de sa passion. Comment est-ce que toi tu l'as vécu le fait de quitter ta famille, de retrouver seul sur un autre continent au niveau
du mental et cetera? Comment est-ce que tu as réussi à bien te conditionner pour, vivre ce passage de la meilleure des manières possibles? Bah, comme je t'ai dit au tout début, c'est au tout début quand tu as 17 ans et que tu pars de chez toi dans un nouveau pays, au Canada, avec plein de gars que tu connais, c'est comme des vacances. Au tout début, j'étais en colo bah, surtout au cégep, en fait, j'étais un peu naïf et pour moi, c'était des vacances et je partais là-bas jouer au football. Je m'amusais avec mes amis, on mangeait de la poutine, on sortait, enfin, c'est vraiment des vacances. On est là-bas pour le football et pour découvrir un nouveau pays. Donc au début, il y avait pas de problème avec ça, avec être loin de ma famille. En plus, je rentrais assez régulièrement, vu que ça coûte pas très cher et que je travaillais. La vie au cégep coûte pas très cher et que je travaillais sur le côté, ben, j'avais l'argent de pouvoir rentrer régulièrement en France voir ma famille. Donc à ce niveau-là, pour l'instant, j'avais pas de réalisation vraiment que j'étais loin de ma famille, que j'étais en train de, bah, tout simplement vieillir et qu'eux aussi étaient en train de vieillir loin de moi, entre guillemets. Donc ça, c'était la première phase. Après, arrivé à l'université, je commençais un peu plus à le réaliser. Justement, comme j'ai dit, la transition vers Montréal, c'était un peu plus compliqué parce que c'est un peu moins chaleureux, c'est un peu plus chacun de son côté, c'est une grande ville, etc., etc. Ce qui a fait que j'ai j'ai eu des petits moments de mou par moment parce que je comprenais, ben, j'étais pas habitué à ça. Puis ma famille me manquait tout simplement. En fait, tu commences à réaliser, tu vieillis, tu commences à réaliser que ta famille est loin de toi, ta famille te manque, ton frère, mon petit frère, il vieillit. Je me réveille, il a 19 20 ans, alors qu'on a 5 ans de moins. Donc moi, je commence à perdre des cheveux ici. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu commences à réaliser en fait que la vie, elle passe et que ça, c'est vraiment un sacrifice en fait de partir à l'autre bout du monde pour jouer un sport, même si c'est ma décision de base et que j'adore faire ça. C'est un énorme sacrifice. Je laisse toute ma famille derrière, je laisse tous mes amis derrière. Et tout le monde continue sa vie et vieillit sans que je puisse être là et en profiter. Donc ça, après, par contre, j'ai la chance d'avoir des parents super aimants et aidants et qui comprennent totalement ma situation. Ma mère, elle m'appelle tout le temps, on s'appelle tout le temps, mon petit frère, on s'appelle tout le temps, ma sœur, on s'appelle tout le temps. Donc non, j'ai la chance d'avoir une famille et même des amis très proches et très présents. Donc ça m'a aidé aussi à voir qui, entre guillemets, m'oublie pas pendant que je suis loin et qui commence à continuer à penser à moi. Donc, au final, maintenant, ça va. J'ai mes amis au Canada, j'ai ma vie au Canada, je me suis bien développé. C'est sûr que ça fait toujours quelque chose de voir qu'on est loin, mais maintenant, ça va bien. Au début, il y a eu des petits moments de mou, mais maintenant, ça va bien, ça se passe bien. Il y a eu des moments où, tu t'es dit: «Mais qu'est-ce que je fous ici? J'ai envie de rentrer, le Canada, c'est nul» ou «Le foot, c'est pas fait pour moi» et tu étais proche de rentrer ou tu t'es dit: «Je suis là pour un objectif, j'ai une mission et il faut que je revienne en France avec une mission accomplie»? Ouais, je me suis jamais dit que j'allais quitter ou quoi que ce soit parce que justement, comme tu as dit, j'ai ma «mission» entre guillemets et puis j'ai la chance d'avoir, comme j'ai dit, mes amis au Canada qui étaient là pour me soutenir, d'autres gars de France qui avaient le même objectif que moi. Donc, j'ai jamais pensé à quitter le Canada, mais c'est sûr que, ouais, des fois, tu as des remises en question. C'est tellement, d'investissement le football que quand tu te blesses, par exemple, moi, cette saison, quand je me suis blessé ou quoi que ce soit, ben tu remets en question parce que le football, c'est un peu ton identité, c'est tout ce que tu fais ici. Tu as tout quitté pour venir jouer au football. Donc, c'est sûr que quand tu peux pas faire ce pourquoi tu as quitté, tu peux te remettre en question de temps en temps. Mais de manière générale, je savais quel était mon objectif. Donc, c'était des petites passes, mais ça durait pas super longtemps. Tu l'as dit, au mois de mai, tu as saisi l'opportunité de rejoindre les Paris Musketeers. Ils t'avaient contacté avant, du coup, le combine. Comment est-ce que le club a procédé pour te recruter? Ça s'est passé par l'intermédiaire au tout début de joueurs avec qui je m'entraînais chez Gordo Performance, qui est le préparateur physique qui a fait ma préparation tout le long de mon combine. Il y a plusieurs joueurs qui avaient soit signé avec Paris Mousquetaires ou qui jouaient déjà là-bas, comme Digan par exemple, l'autre linebacker qui est avec moi, le numéro 4. Lui, je le connaissais de là-bas, puis
à un moment, quand j'ai évoqué, que ça m'intéresserait d'aller en Europe, il m'a mis en contact directement avec John Booker. Puis, ça s'est fait quand même super rapidement. Je pense que John Booker, il m'a écrit, le lendemain, on s'est appelé, puis 2 jours après, je lui ai dit que ça serait avec eux que je viens si, s'il y avait rien au Canada. Donc, ça s'est fait pour moi, c'était logique, d'aller, jouer à Paris Mousquetaires, si je rentrais en Europe. Je me voyais pas jouer pour une autre équipe, à part eux. T'avais pas été contacté par d'autres équipes, même, en dehors de l'Europe? Ouais, j'étais contacté par plusieurs équipes, en Europe, en AFLE et en EFA, mais par l'intermédiaire, de Europlayer là, le j'avais fait un compte là-dessus pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'on me proposait et cetera, et j'avais fait des appels avec plusieurs autres équipes, mais dès que ça s'est passé avant que Booker m'écrive, puis dès que John Booker m'a écrit justement, j'ai coupé les contacts avec tout le monde parce que ma décision a été faite, quoi. C'était avec eux que je voulais aller. Ils t'ont pas contacté les, Paris Slides? Ils m'ont oui, on a parlé un petit peu, mais c'est ça, pareil, je je me voyais plus être dans une organisation qui était là depuis longtemps. Je connaissais les gars, puis j'ai rien contre les Paris Slides, c'est juste que, heu, pour moi, je pense que dans la situation dans laquelle j'étais, j'ai plus accroché avec le projet des Paris Mousquetaires qui était là depuis plus longtemps et avec des gars que je connais, puis jouer aux côtés de plusieurs gars de la Defense avec qui, je me suis entraîné, que j'ai déjà des liens. C'est plus cool pour moi et c'est une meilleure transition, je pense. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir pu, le premier match à domicile étant terminé, qu'est-ce que ça te fait d'avoir pu rejouer déjà pour une équipe française mais surtout sur le sol français? Ça faisait Bah, longtemps. c'était vrai ouais, 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 ça faisait 7 ans. C'était vraiment un honneur, en fait, quand j'ai entendu la Marseillaise pour la première fois à Francfort, puis après, à Bauer quand on a joué à Paris. C'était quelque chose de spécial parce que depuis que je suis à l'université, en fait, c'est l'hymne canadien, qui m'allume une petite, switch dans le cerveau pour me dire, «Ah, c'est parti, c'est game time». Parce qu'à chaque fois, il y a l'hymne canadien, puis là, pour une fois, ce truc, c'est l'hymne français, donc c'était vraiment un honneur de pouvoir le chanter, devant tout le monde. Puis, on voit aussi, les supporters, ils sont super investis, il y en a qui teignent leurs cheveux en bleu, ils sont tout le temps présents, ils repartagent nos photos et cetera et cetera. Donc j'ai vraiment vu un bel engouement au niveau du football américain et des Paris Mousquetaires, surtout au match à Bauer. Ils sont même venus à Francfort, il y a plusieurs fans qui sont venus quand on a joué à Francfort, donc ça c'est vraiment un honneur et c'est vraiment cool. Pour l'instant, on leur a donné 2 victoires parce que le soutien qu'ils nous donnent, c'est incroyable. Donc pour l'instant, j'aime ça, et j'espère que ça va continuer comme ça sur des victoires et cetera. Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, j'ai été, sur la sideline, c'est pas moi qui jouais sur le terrain, mais qu'est-ce que ça fait d'être, justement sur ce terrain-là, qui est un terrain de soccer à la base, qui est un terrain de Ligue 2, qui est un terrain même mythique? Je sais pas si tu connais un peu, le Red Star et son histoire en termes de soccer, mais en tout cas qui est un stade mythique, surtout en Île-de-France. Qu'est-ce que ça fait d'être sur ce terrain-là, toi qui as connu les terrains canadiens? Bah, c'était très cool comme, j'en ai parlé avec mes amis et moi, les seuls terrains naturels que j'ai joués, au Canada, je citerai pas de nom, mais c'est pas des très bons terrains. C'était de la un peu mauvaise qualité et puis là, on a la chance d'être sur un terrain super bien entretenu avec une pelouse, qui fait pas mal aux genoux, parce que moi j'ai beaucoup joué sur des synthétiques. Donc là, on avait un terrain super propre, super professionnel. Donc non, c'était super agréable de jouer là-dessus. Puis, bah, je connaissais pas l'histoire de ce stade honnêtement. Là, tu m'en apprends un petit peu. Je savais que c'était un stade de soccer, mais je savais pas, qu'il était entre guillemets «légendaire». Heu, mais on l'a senti, on voyait que c'est un beau stade, qui faisait beaucoup de bruit, quand justement avec les bâtiments autour, la résonance fait qu'on entendait, énormément de bruit, donc ça nous soutient encore plus, ça met de l'énergie. C'était super cool. Moi,
j'ai adoré jouer ici, honnêtement, c'était une super belle expérience. Par rapport au Canada, j'ai eu des stades beaucoup plus remplis que ça, notamment quand on joue contre Laval, on est proche des 20 000 personnes. Mais là, pour une fois, c'était, beaucoup de monde qui viennent voir, les Paris Mousquetaires. Moi, quand je vais à Laval, oui, il y a 20 000 personnes, mais ils viennent pas forcément voir McGill. Ils viennent voir Laval. Même si à McGill, il y a du monde quand même au match, c'est similaire. Là, c'est une autre ambiance, c'est que des Français qui nous connaissent et qui connaissent, potentiellement mon nom, quoi que ce soit, qui ont entendu parler de moi. Alors que quand tu es au Canada, ben, le petit Français, ils en ont pas entendu parler forcément. Là, c'est notre énergie, c'est notre vibe. À la fin, on va signer des autographes pour les petits, on va taper la main aux petits, on prend des photos avec eux, etc. C'est super cool. Non, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que tu as constaté une amélioration ou un changement, vis-à-vis de la situation du football américain en France par rapport à tes débuts? Ouais, bah, clairement, je pense, surtout au niveau professionnel, avec, la Ligue européenne, bah, les 2 ligues européennes qu'il y a maintenant, l'engouement ça a rien à voir. Même, honnêtement, j'ai regardé un petit peu les matchs, division 1, division 2, et cetera, qui se sont faits, dans le parcours, dans le circuit amateur. Même là, je trouve que c'est beaucoup plus médiatisé, c'est beaucoup plus mis en avant, il y a plus de supporters. Les joueurs, honnêtement, sont de plus en plus forts, surtout physiquement, athlétiquement. Ils s'entraînent, ils prennent l'entraînement à la salle et sur le côté en off-season, beaucoup plus au sérieux. Puis, non, j'étais agréablement surpris avec le niveau, déjà le niveau des joueurs, de l'équipe, puis aussi, avec le niveau de suivi, et le niveau, des supporters qu'on a autour de nous, quoi. Les supporters, ils nous envoient beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, tout le temps. Et je pense pas que c'est quelque chose qui aurait pu être possible, il y a quelques années quand j'étais encore en France. C'était beaucoup moins connu. Là, il y avait des gens, je pense qu'il y avait, le rappeur Joker qui est venu, par exemple, à notre match. Je pense qu'il y a quelques années, Joker, il serait pas déplacé pour un match de football américain à Paris. Là, ça montre qu'il y a un engouement qui se crée autour, de ce sport. On voit qu'il y a la NFL qui va jouer bientôt, à Paris aussi. Donc, je trouve que c'est super cool parce que c'est un super beau sport, un sport collectif qui inclut tout le monde. Et puis, c'est un beau sport aussi niveau, média, niveau show, parce qu'il y a plein d'actions, on met des petits swags, on s'habille bien, et cetera, et cetera. Et pouvoir mettre ça en avant, je pense que ça va bien fonctionner en Europe. Puis, on le voit, les gens, ils aiment ça. Donc, pour l'instant, je trouve que je suis très impressionné par le niveau du football européen en Europe. Alors, il me semble, c'est pas pour te contredire, mais il me semble que Joker et Dinos, je suis sûr et certain. Joker, il me semble déjà en fait, il a fait lui-même du football américain comme Dinos. Ah ouais? Dinos, c'était au Flash de la Courneuve, ça je le sais. Joker, je suis pas sûr, pour être honnête, mais il me semble que pour le coup, Joker, je pense que vous le verrez souvent parce qu'il venait déjà les années précédentes, voir les Musketeers comme il vient voir le Paris Basket. Même si c'est pas la même proportion. Mais, je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est intéressant en termes de niveau. Toi qui as connu l'élite au Canada, est-ce que tu trouves que, le football européen est meilleur que le football canadien auquel tu as pu jouer ou il y a encore, une petite suprématie, outre-Atlantique? Ouais, non, c'est sûr que j'irai pas dire meilleur. Il y a clairement du travail à faire encore, mais c'est en bonne voie de développement. Le truc, c'est qu'après, au Canada, c'est lié avec l'école, donc on a beaucoup plus de temps. C'est en termes de, tu sais, si tu joues au Molos ou au Flash ou quoi que ce soit, tu auras pas autant de meetings qu'un jeune qui joue, au cégep ou à l'université, ou même, qui joue au lycée, au football au Canada. La vérité, c'est qu'on a des heures et des heures de meeting chaque semaine. On doit regarder, beaucoup de vidéos. On a toutes les pratiques qui sont filmées, et cetera, et cetera. Niveau développement du football IQ, et cetera, il y a beaucoup de travail encore à faire. C'est juste que c'est dur aussi de demander à un jeune de 17, 18 ans de venir, en meeting, 2-3 heures par jour, alors qu'au Canada, beh, c'est beaucoup plus facile à faire parce que c'est lié avec l'école. Donc,
c'est le sport, c'est comme ça. Il y a personne qui est absent en pratique. C'est au Canada, une pratique au cégep, il y a personne qui va la manquer, à part cas exceptionnel. Mais il y a tout le temps toute l'équipe, alors que là, vu que c'est sur le côté, qu'il y a des gars qui travaillent, il y a des gars qui il y a des gars qui sont au lycée, quoi que ce soit, c'est pas du tout lié à l'école, soit ils vont arriver en retard aux pratiques, soit ils vont pas être là. Il y a pas le temps de faire autant de meetings et cetera et cetera. Donc c'est sûr que niveau général, je trouve que le niveau est moins bon qu'au Canada, encore. Mais ça se développe super bien. Puis je pense que dans les années, futures, on va sortir de plus en plus de gros joueurs, en France et en Europe, je pense. Tu as autant de meetings au Canada qu'avec les Musketeers ou même sur ce point de vue-là, tu en as pas autant? Heu, je pense que j'avais plus de meetings au Canada, mais encore une fois, c'est que tu peux pas en fait, aux Musketeers aussi, c'est que c'est un niveau professionnel, donc si tu as envie de faire des meetings, tu les fais, les coachs sont tout le temps disponibles. Non, on peut toujours aller faire de l'extra vidéo et cetera et cetera. Donc si tu le veux, tu peux faire plus de meetings qu'au Canada. Par contre, au Canada, c'est juste que moi, à l'université, c'était des meetings obligatoires, puis, c'est des heures de meeting, tu as des meetings tous les jours avant les pratiques, tu as des meetings, un gros meeting le lundi ou le dimanche pour corriger tout le match de la semaine et cetera et cetera. Donc, non, il y a quand même plus de meetings, mais c'est parce que encore une fois, c'est lié à l'école et c'est obligatoire si tu veux ta bourse, si tu veux ta scholarship et cetera et cetera. Tu as besoin d'être là, puis c'est le foot d'abord avant, ton travail. Alors qu'ici, il y a des gars qui doivent travailler, donc l'équipe des Paris Mousquetaires peut pas t'obliger à venir à des meetings toute la journée ou quoi que ce soit. OK, OK, et vis-à-vis du club, toi, quand tu as signé pour une saison ou tu as déjà signé peu à plus long terme? C'est une saison, ça se fait saison par saison, de manière OK, générale ici, quand ça se et passe. ça m'emmène sur ma prochaine question qui est de savoir un petit peu, quelle pourrait être, la suite. Il y a Wilfried Penney qui a récemment signé au Paris Slides, qui était aussi, partie intégrante du Combine CFL après avoir, été à Virginia Tech et avoir eu des petits ennuis en NFL. Il m'a confié dans une interview, récemment que, il espérait performer en Europe pour derrière avoir une autre chance, outre-Atlantique. Toi, si je me trompe pas, tu as 24 ans. Ouais. Est-ce que c'est aussi l'une de tes ambitions de derrière, repartir outre-Atlantique? C'est avec ce mindset-là que tu es venu jouer à Paris? Ou une carrière en Europe pourrait te convenir totalement? Oh, je pense qu'on a tous un peu cette ambition. Heu, c'est sûr que ça reste un objectif. Après, pour l'instant, je me focus vraiment pas là-dessus. Je me focus vraiment sur, faire, la meilleure saison possible, que ce soit collectivement ou individuellement, puis on verra la suite. Je pense pas encore, à la prochaine saison ou à si, je peux retourner au Canada ou quoi que ce soit. C'est sûr que c'est un objectif, mais après, je me focus pas forcément là-dessus pour l'instant, pour le moment. J'essaie de mettre mon focus sur l'équipe et sur les matchs qu'on a en ce moment. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à aller, à Bauer puis au Stade Vauban pour soutenir les Paris Musketeers qui auront besoin, de vous. En plus des matchs à domicile, il y en a pas forcément beaucoup, je crois qu'il y en a que 5, et au moment où on se parle, les 2 premiers, le premier sera déjà passé, donc ça fait plus que 4 chances, d'aller voir ces Paris Musketeers qui auront, besoin de vous. On arrive à la dernière question, qui est de savoir qu'est-ce qui t'anime à part le football américain? On a beaucoup parlé de ça, mais est-ce que, Ilan a des passions supplémentaires, a des takes supplémentaires, a des, choses à nous partager? Ouais, j'ai plein de trucs, qui «m'animent» entre guillemets. Je dirais principalement, c'est vraiment, ça paraît bateau un petit peu peut-être comme réponse, mais c'est la famille et les amis. Moi, c'est une de mes passions, c'est de passer du temps avec ma famille, avec, ma copine, avec mes amis et cetera et cetera. Juste le contact humain de manière générale, j'adore ça. Après, sinon en passion sur le côté, l'entraînement, j'adore ça. Donner des conseils, entraîner des gens. J'entraîne mon petit frère, par exemple, à la salle ou quoi que ce soit. Ça, c'est un truc que j'adore faire aussi, je suis passionné par l'entraînement. Puis, sinon, petite passion comme ça aussi, j'aime beaucoup la musique. Mon petit frère, on fait de la musique de temps en temps, juste pour le plaisir.
Ne venez pas me demander, je vous enverrai rien. Mais on Qu'est-ce que fait tu des fais petits comme trucs de musique? musique, hein? Tu fais quoi? Tu joues de l'instrument ou c'est plutôt Ah ben, avec un après quand pad? j'étais jeune, je jouais du saxophone et cetera, mais là, avec mon petit frère, c'est plus, lui, il crée des instrus, on va plus un peu, sur l'ordi ou quoi que ce soit, on va faire des petits mixages, des petits trucs, ensemble, des petits trucs cool là, c'est juste pour nous comme ça, pour s'amuser, donc c'est un des petits kiffs qu'on a ensemble, des petits moments que je fais avec mon frère, quoi. OK, donc pourquoi pas une reconversion bientôt dans des bars, dans des boîtes de nuit, pour arrondir les fins de mois, on sait pas. Non, je pense pas. On verra, mais je pense pas. Je fais pas ça assez sérieusement. Peut-être que bientôt les déplacements, en bus des Paris Musketeers pour jouer à l'étranger te permettront avec des coéquipiers de pourquoi pas faire un album, de faire, des sons un peu comme vos homologues du soccer, avant une coupe du monde. Ouais, je crois que je vais laisser ça. Il y a certains gars de l'équipe, qui se reconnaîtront, qui sont beaucoup plus, à fond avec la gestion de la musique dans le bus. Donc, je pense qu'ils vont s'occuper de ça, ça va pas être mon job cette saison en tout cas. OK, bon, bah, écoute, c'est bien noté en tout cas. Bah, écoutez les amis, la dernière question étant passée, on arrive à la fin de cette émission. Inside the Chins, c'est, terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être restés présents jusqu'à la fin de l'émission. Si vous l'avez apprécié, que vous voulez soutenir le projet, que vous voulez d'autres épisodes, on vous laisse partager, commenter et vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois pour une interview. Ilan, est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était super. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. C'était très belle expérience, très chill, j'ai aimé ça. Bon, si c'est ta semaine médiatique puisque tu étais avec mes confrères de Tailgate, quelques jours avant au moins tu as fait ton tour des médias cette semaine. Ouais, c'est ça. Les amis, on se dit, à très bientôt pour, un prochain podcast, pour une prochaine interview. N'oubliez pas, from the back to the top, tous ensemble pour faire, progresser et avancer le football américain en France et en Europe et soutenir au maximum ce sport pour le faire grandir et découvrir toujours à de nouveaux publics. À la prochaine les amis. Ciao, ciao.